Sur la première, 7h36, ce fut un débat âpre, parfois surréaliste, parfois violent au point d'être inaudible. Débat sans poignée de main à la fin. Hier soir, les deux candidats à la présidentielle française, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, se sont affrontés durant plus de 2 heures. Ce spectacle télévisuel pourra-t-il faire basculer certains indécis? Quelles conséquences aura-t-il sur le scrutin de dimanche? Le plaisir pour en parler de recevoir en direct de notre studio de Paris le sociologue des médias, Dominique Volton. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être notre invité jusqu'à 8h. Dominique Volton, âpre et violent, disais-je, deux visions comme prévu diamétralement opposées de la France. On a envie de dire peut-être aussi la fin, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, la fin d'un certain respect pour l'adversaire qu'on avait vu dans d'autres débats présidentiels, invectives de part et d'autre, surtout de la part de Madame Le Pen, mais aussi de Monsieur Macron, en parlant de Madame Le Pen, lui a dit le pays mérite mieux que vous. Est-ce que c'est la fin d'un certain respect? Est-ce que vous l'avez lu comme ça aussi, ce débat? Oui, quand il y a trop de distance entre les deux partenaires, c'est pas sûr qu'il puisse y avoir débat. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé déjà en 2002, quand Jacques Chirac avait refusé de débattre avec son père. C'est un vrai problème, si vous voulez. Quand les deux partenaires n'ont absolument pas la même logique, le débat n'a pas de sens. Il était trop violent hier, trop violent dans la forme, décevant dans le fond, et quelqu'un qui était toujours dans une logique d'accusation et tout le temps tourné sur le passé par rapport à Macron, qui se transformait un peu en professeur et qui, en fait, était la plupart du temps sur la défensive. Je ne suis pas sûr que ça ait changé fondamentalement les choix des uns et des autres, mais c'est un vrai problème. Trop de violence, trop de distance. Des journalistes réduits à un rôle absolument ridicule. Ils n'ont même pas réussi à faire imposer un rythme et un ton. Oui, j'ai rarement vu ça. Donc je pense que ça pose la question. Si vous pouvez faire un débat quand vous êtes d'accord sur un minimum de choses. Quand il y a un désaccord violent à ce moment-là, c'est pas un débat. C'est pour ça que je parlais de spectacle, et oui, pas forcément de débat. C'est pas un spectacle. Oui, le mot spectacle, il est dévalorisant parce que c'est plus violent qu'un spectacle. Un spectacle, c'est agréable. Là, c'était désagréable. Si vous voulez. Et je ne comprends pas la stratégie de Mme Le Pen parce que elle aurait pu tout gagner, ça ne change rien. Accuser, c'est des logiques d'extrême droite qu'on a oubliées. Toujours accuser la personne, toujours être ad hominem, toujours faire des procès d'intention, toujours mentir. Si vous êtes dans un débat comme ça, si vous mentez, l'autre ne peut pas vous répondre. Donc il faut un rapport de force, oui, mais il faut de la confiance mutuelle sur un minimum d'arguments rationnels et raisonnables. Et là, on les avait plus. Vous l'avez dit. Donc quand on est hors champ, hors jeu, je ne sais pas s'il faut maintenir cette logique-là. C'est une vraie question. Ils ne sont plus du tout à égalité. Emmanuel Macron aurait-il dû refuser ce débat comme l'avait fait M. Chirac il y a 15 ans? Mais c'est une vraie question. Si vous voulez, c'est pas parce que l'extrême droite est dans la vie politique française et ailleurs qu'il faut débattre avec elle, même sur la finale de deuxième tour. C'est pas l'essence de la démocratie, Dominique Volton? Pas à n'importe quelle condition. Pas à n'importe quelle condition. Si vous voulez la démocratie, oui, à condition qu'il y ait un minimum de règles communes. Là, ce qui est frappant, c'est qu'elle n'écoutait rien, elle repartait toujours dans le passé, dans ce qui est la force de l'extrême droite, c'est-à-dire le mensonge, l'insinuation, la mise en accusation, et on ne peut pas répondre dans un débat comme ça. Et lui, il essayait de tirer sur l'avenir, mais l'avenir ne l'intéressait pas. Donc je crois, même si vous voulez, dans une logique de communication politique, je pense que cette stratégie qu'elle avait n'est pas gagnante, parce que ça rassure les gens de son camp, bien sûr, mais ça fait une logique d'épouvantail. Lui, il n'est pas non plus très gagnant parce qu'il était toujours sur la défensive, oui, un peu en logique de professeur, ce qui n'est pas extraordinaire, et il n'arrivait pas lui-même à imposer un tempo. Donc au bout d'un moment, il y a un pugilat, et si je puis dire, et alors ? Bon, elle a rassuré les gens de son camp, dites-vous. Peut-être M. Macron l'a-t-il aussi fait avec son camp à bien lui. Sûr. Et les indécis, parce qu'il y en a encore pas mal en France, les indécis, que pensez-vous qu'ils retiennent de ce débat d'hier soir ? Ben écoutez, c'est la grande question de récepteur. Voilà. La grande question en communication, c'est on peut raconter ce qu'on veut, on ne sait pas ce que les gens vont penser. Il y a un émetteur et un récepteur, c'est la base, oui. Exactement. Oui, mais attendez, mais on oublie toujours le récepteur. On s'imagine toujours que l'émetteur et le message suffisent à faire la communication. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est la complexité du récepteur. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Ceux qui sont plutôt, si vous voulez, en fait, les récepteurs, ils ont choisi en fonction de leurs implicites et de ce qui les intéressait finalement dans leur tête. C'est-à-dire ceux qui aiment la violence, le règlement de compte, la logique accusatoire, finalement, ils ont basculé vers elle en disant finalement elle est très courageuse et lui il est lâche, etc. Et ceux qui sont quand même intéressés par une vision plus rationnelle de la politique, c'est toujours le même choix, la politique. C'est irrationnel contre rationnel. Et quelque part, lui, il essayait tout le temps de revenir. De temps en temps, il a réussi, de temps en temps, il n'y a pas réussi. Mais si vous voulez, formellement, elle avait la maîtrise, mais ça ne sert à rien. Le problème, c'est pas un match de catch, une émission de télévision ou de radio. Et c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. Même si elle a gagné formellement, and so what ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. La politique, c'est pas de la mise en accusation comme ça. Il faut quand même être un minimum. C'est pour ça qu'il n'y a de débat possible que quand il y a un minimum d'accord entre les partenaires. Sinon, non, c'est des combats politiques, tout simplement. Les sondages donnent M. Macron vainqueur de ce débat, très clairement.
Oui, mais vous savez, et alors? J'en viens les sondages, on vit dans une folie d'interactivité, d'immédiateté. Tout le monde passe son temps à envoyer des tweets, à réagir à la seconde, il n'y a aucune distance. Bon, très bien. Oui, bien sûr, par rapport à une politique raisonnable, par rapport à une politique classique, par rapport aux enjeux mondiaux, par rapport à ce qui s'est dit sur l'Europe, bien sûr que les propos de Mme Le Pen sont hors de la réalité, mais c'est pas son point, elle. Elle sait très bien qu'elle est hors de la réalité. Ce qu'elle cherche, c'est autre chose. Donc la vraie question dans un débat, mais c'est comme dans un couple, dans un pays, dans une famille, on ne peut discuter que quand il y a un minimum d'accord. Quand il n'y a plus d'accord, vous voyez. Sur le fond, quand même, en filigrane, alors il n'était pas sur le même plan, c'est juste, Dominique Volton, sur le fond, quand même, sa stratégie était de se présenter comme un peu la candidate d'une gauche sociale contre le monde de la finance. Elle l'a martelé quasiment pendant 2 heures. Vous êtes le candidat de la finance, le candidat d'un pays où tout s'achète et tout se vend. Oui, c'est quasiment un discours de gauchiste social qu'elle a fin de tenir. Est-ce que ça peut marcher, ça ? Ben écoutez, ça c'est la question de fond. Je ne comprends pas pourquoi les journalistes et les hommes politiques ne disent pas depuis 2 ans, 1 an et demi, que le FN a repris le discours du Parti communiste des années 70. Oui, c'est l'impression que ça donne en tout cas. Et Georges Marchais était moins violent qu'elle. Et Georges Marchais était moins violent qu'elle en disant « je représente le peuple et vous êtes l'aristocratie, la décadence, la finance ». Je ne comprends pas. Alors si vous voulez, si on parle d'argumentation, parce qu'il n'y a pas de communication politique sans argumentation, l'argumentation des journalistes et des hommes politiques à l'égard de la posture intellectuelle qu'a pris Marine Le Pen et le FN est faible, nulle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à montrer que le discours qu'elle tient, qui je représente le peuple, la base, les exclus, etc., représente exactement la rhétorique qui était celle du Parti communiste dans les années 70. D'ailleurs, Georges Marchais faisait des cours des taux d'audience formidables au fur et à mesure que le Parti communiste se cassait la figure. Mais ce qui me frappe, si vous voulez, c'est pourquoi on ne reprend pas ça. Toute argumentation, on peut expliquer les fondements. Vous avez une réponse à ce mutisme journalistique ? Manque de travail, manque de culture. Manque d'exigence. Les journalistes français n'ont plus de mémoire, ne se souviennent plus des débats avec M. Marchais ? Mais non, je ne comprends pas. Si vous voulez, pourtant, c'est pas si vieux que ça. Et les hommes politiques de droite comme de gauche sont aussi responsables. Vous pouvez dire ce que vous voulez en politique, mais à condition que les autres puissent vous répondre. Et là, personne ne lui répond quand elle dit « je représente le peuple, les exclus, contre vous la finance, la spéculation ». C'est dérisoire. Et pourquoi est-ce qu'on ne lui répond pas ? Mais écoutez, ça suffit. Lui-même, hier soir, aurait écouté. Ça suffit une telle caricature. Surtout qu'elle, il a essayé vaguement de dire qu'elle avait quelques problèmes avec les finances, etc. Mais le fond de l'affaire, si vous voulez, c'est pour ça que la force de la démocratie, on peut débattre de tout. La faiblesse de la démocratie, c'est que si un des deux partenaires ne joue pas le jeu, eh bien hélas, l'autre se retrouve en position défensive. Ou alors à condition qu'il soit capable d'argumenter avec plus de violence ce que lui n'a pas voulu faire. Alors c'est un pari sur l'intelligence du récepteur, mais jusqu'où ? Et c'est là où le contexte idéologique joue un rôle essentiel. Au bout d'un moment, le discours qu'elle tient, Mme Le Pen, ne pourra pas passer parce qu'il y aura eu des contre-argumentations. Mais pour l'instant, paradoxalement, il passe parce qu'en face, à droite et à gauche... Aucune réaction, oui. Il n'y a pas de réaction, et des journalistes non plus. Ouais. Mais imaginez un seul instant qu'Emmanuel Macron ait refusé ce débat, la réaction sur les réseaux sociaux, on l'aurait traité de lâche, de quelqu'un qui bafoue la démocratie. Il aurait pu prendre ce risque, non, ça ne lui aurait pas coûté. Mais c'est quelque chose à discuter. C'est pas parce que les réseaux sociaux hurleraient. Le lobbying des réseaux sociaux, c'est pas la démocratie. La logique d'expression, c'est pas la démocratie. La démocratie, c'est l'expression, l'argumentation, c'est pas seulement dire voilà ce que je pense. Et si jamais on dit il y a 80% des gens sur les réseaux qui pensent que... Et alors, ça peut faire élire un président, du côté des États-Unis notamment. Mais attendez, mais les États-Unis, d'abord, il n'a pas été élu. Il est minoritaire, il avait plus de 3 millions de plus que de voix. C'est uniquement leur système électoral complètement pervers et antidémocratique qui fait que lui est passé premier. Dans une démocratie normale, elle aurait été élue, elle. C'est d'ailleurs extraordinaire que dans le monde entier, personne n'a dit c'est un déni de démocratie, les États-Unis. C'est parce qu'on a respecté des institutions qui ont été inventées pour justement réduire l'influence du suffrage universel. Et de toute façon, même si un président se fait élire par la démagogie, par les réseaux sociaux, ça s'appelle de la démagogie. Si vous voulez, le génie de la démocratie, c'est qu'il y a des règles précises pour être gagnant. Si vous les détournez, et si vous pensez que parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous, c'est vous qui avez raison, c'est la perversion de la quantité. Mais le président français, dimanche, sera élu démocratiquement, rassurez-nous, Dominique Volton. Bien sûr, mais bien évidemment. Non, vous me faites une question sur la force du lobbying des réseaux sociaux. On ne va pas en sortir si jamais toutes les logiques d'expression aujourd'hui permettent de dépasser les institutions ou de dépasser les règles du jeu. À ce moment-là, c'est plus de la démocratie. Moi, ça ne me dérange pas, les réseaux sociaux, mais c'est pas eux de faire la politique. Il faut quand même de l'élection, il faut des règles. Que peut-il se passer dimanche? Est-ce que là aussi, alors je sais que les sondages sont à prendre avec précaution, c'est joué d'avance, d'autant plus après la lecture du débat d'hier soir, Monsieur Macron va l'emporter, il n'y a vraiment aucune chance que Madame Le Pen puisse le faire?
Mais j'en sais rien, je ne suis pas devin, si vous voulez. Par contre, c'est vrai, on voit le décalage actuellement qu'il y a entre eux, mais les sondages ne peuvent pas tout montrer. Par exemple, cette coupure de la France en deux, telle qu'on la voit aujourd'hui, ce n'était pas du tout prévu dans l'évolution des sondages depuis 1 ou 2 ans. Parce que la force des sondages, c'est d'être de la psychosociologie et du behaviorisme. La faiblesse des sondages, c'est de ne pas comprendre, et ce n'est pas leur rôle, les motivations profondes d'une société. Mais j'ajoute au-delà de ça, moi, ce qui m'a frappé dans le débat d'hier, c'est qu'on a une vision d'une France absolument catastrophique. On a l'impression que tu es au bord de la déroute. 5e ou 6e ou 7e puissance du monde, quand on voit l'état de soi-disant désespérance, effondrement dans lequel on devrait être, mais j'ai envie de dire, mais c'est quoi pour 90% des autres pays du monde? Je ne comprends pas pourquoi dans un jeu politique, on en ait besoin de prouver que la France est décadente, au bas de l'échelle, en train de s'effondrer, et que chacun des deux va être le seul pompier. On peut quand même dire, attendez, la France est un grand pays, elle a d'immenses résultats, d'immenses réalisations, comme l'Allemagne, comme l'Espagne, comme la Grande-Bretagne, et je ne vois pas pourquoi au bout d'un moment, la politique a besoin d'avoir une vision si catastrophique et si désespérée de l'histoire et du présent. Ça aussi, c'est un vrai problème. Cette tonalité qui s'impose de la catastrophe dans laquelle un sauveur devrait arriver pour sauver tout le monde. C'est un peu ridicule. Si l'on est anxiogène, on parle aux gens. C'est peut-être un parti pris. Sociologiquement, comment comprenez-vous cela ? Mais on peut se parler sans avoir une vision aussi négative de la France. Il ne faut pas exagérer. Alors par contre, on a très peu parlé comme par hasard du racisme. Un des problèmes centraux pour l'Europe et pour la France, c'est la haine de l'autre. Le principal argument, c'est pas la politique économique de Mme Le Pen, c'est la haine de l'autre. C'est la question du racisme. C'est un problème de fond dans l'ensemble de l'extrême droite en Europe. Et là, curieusement, il n'en a pas été question hier. Et la question de l'Europe, d'ailleurs, c'est le refus de l'autre. Vous avez vu comment elle se ferme ses frontières et qu'elle trahit ses propres valeurs démocratiques. Donc ça, c'est une question politique de fond. Qu'est-ce qu'on fait du rapport à l'autre? C'est quoi être français aujourd'hui? C'est une question de fermeture ou d'ouverture. Hein. C'est vraiment des programmes tout à fait différents. C'est un problème politique central. La démocratie, c'est l'ouverture. Comment est-ce qu'on peut simultanément dire mais l'économie, c'est l'ouverture, ça doit circuler, et comment accepter sur le plan politique qu'un des candidats, une partie des électeurs français, disent mais dehors les étrangers, on est bien entre nous Français, alors qu'un Français à 2 générations, c'est toujours un demi-étranger, comme en Suisse, comme en Espagne, comme en Italie. Et cet argument de fond, il n'est jamais sorti. Et c'est un problème de fond parce que c'est la question de la paix et de la guerre. Si vous détestez l'autre, si vous trouvez que l'autre, il faut le vider, il faut le sortir, par définition, vous sortez de la logique démocratique. Bien sûr qu'on ne doit pas accueillir tout le monde, mais on ne peut pas non plus passer son temps à dire qu'on va défendre les Français, alors que la moitié des Français sont des enfants ou des petits-enfants d'émigrés eux-mêmes. Et la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais petit contribuer. Non, mais c'est pas ça, l'argument, on le répète en permanence. Ça fait 40 ans. Mais si vous voulez l'Europe, ça fait 40 ans, mais le problème central, attendez, moi je reviens du Liban, ils sont 4 millions, ils ont 2 millions de réfugiés. Le royaume de Jordanie, ils sont 2 millions, ils ont 1 million de réfugiés. Vous imaginez? C'est ce qu'a très bien répondu le Premier ministre libanais l'autre jour en Europe. Il a dit, écoutez, vous êtes 500 millions, c'est comme si vous aviez 250 millions de réfugiés. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la position européenne. Vous comprenez? Donc, par conséquent, c'est que on ne peut pas dans la mondialisation dire il faut faire circuler les capitaux, les hommes normaux, riches et éduqués, et dès qu'on arrive sur les pauvres et les immigrés, il faut les renvoyer à la Méditerranée. Il y a un problème qui ne va pas, qu'on soit de droite ou de gauche. Absolument. Et personne n'a apporté de réponse à cette question. Et le débat n'a même pas été posé. Lui, il aurait dû dire une autre chose. Madame, comment vous pouvez être raciste à ce point-là? Comment vous pouvez avoir une vision si exclusive d'un pays blanc qui n'est pas blanc du tout? Si vous voulez être français, quand dans ces meetings, ils disent on est chez nous, mais des millions de gens peuvent dire qu'ils sont chez eux. Il y a quelque chose. Si vous voulez, il y a un problème quand vous n'avez pas la même règle du jeu. Au bout d'un moment, il n'y a pas de débat possible, et c'est pas être lâche ou veule que de le refuser. Et d'autre part, quand il y a un débat, il faut qu'il y ait des règles. Il faut au moins que les journalistes se fassent respecter. Et ils étaient formellement relativement absents. Vous l'avez dit hier soir de ce débat. Les journalistes. Oui. Mais ils étaient totalement absents. Ils sont réduits à un espèce de comptage à la minute. Alors, il y a 30 ans, ils auraient été comme ça. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Les journalistes, ils doivent imposer une logique tout de même. Peut-être qu'elle n'est plus possible à imposer. Peut-être que les candidats ont dicté leur loi. Hein. C'est semble-t-il ce qui s'est fait hier. Alors qu'il n'y a pas de journaliste. Comme ça, on voit les choses seront claires. On pourrait imaginer un débat sans journaliste avec des gens qui chronomètrent le temps. Oui. Ça, mais on pourrait mettre des charmantes machines, parce que tout le monde adore les machines à terrain. Mais c'est surréaliste. J'insiste là-dessus pour montrer le caractère ridicule. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr qu'il faut des journalistes. Sur le rapport aux médias, quand même, vous qui êtes sociologue des médias, c'est quand même un fait marquant de cette campagne, si on quitte le débat d'hier soir, la relation très tendue entre une partie de la presse et certains candidats, de gauche comme de droite d'ailleurs. Il y a eu des menaces de mort reçues par les rédactions, Canard enchaîné, Mediapart, début avril, menaces de mort adressées également à des magistrats du pôle financier. Ça, c'est nouveau dans la campagne, c'est à prendre au sérieux, Dominique Volton? Oui, c'est à prendre au sérieux. Il y a pire, mais M. Mélenchon, il a décidé de ne plus aller dans les médias et de faire ses propres médias. Donc comme ça, c'est la fin de la communication et de l'information. Oui, c'est un vrai problème. Le contre-pouvoir des médias, il est indispensable. Bien sûr que des fois, les médias font des erreurs. Bien sûr qu'ils ont leur choix. On le sait. Et alors, on fait avec. Mais vous ne pouvez pas avoir une campagne nationale sur une élection fondamentale comme la présidentielle en France ou ailleurs sans qu'effectivement on respecte la règle du jeu. Si chacun se met à quitter les médias parce qu'il
Il a créé ses propres médias, ce qui est aujourd'hui techniquement possible, c'est la fin de l'espace public. Et je ne comprends pas d'ailleurs que sur M. Mélenchon, par exemple, on n'ait pas pu se débattre jusqu'où est-ce qu'un candidat à une présidentielle a-t-il le droit de dire, puisque les médias me posent des questions qui ne me plaisent pas, je les boycotte. Parce que la logique paranoïaque s'installe. D'ailleurs, on est exactement dans une logique accusatoire. Oui, vous ne faites pas votre travail, je sais que vous travaillez pour Pierre-Paul Jacques, on n'en sort plus. L'espace public démocratique, c'est une victoire exceptionnelle qui suppose un tout petit peu de confiance mutuelle. Ouais. Bien sûr qu'on a des choix, bien sûr qu'on peut être plus ou moins de mauvaise foi, mais à ce point-là, dénier aux journalistes le rôle de faire ça. Quelle doit être la réponse des journalistes, Dominique Volton? Plus ferme. Moi, je pense mais concrètement, ça veut dire quoi? C'est prendre position, plus de commentaires, plus de positions claires. Dans un univers saturé d'informations, puis il y a d'informations, puis il y a de rumeurs, le rôle des journalistes est plus indispensable que jamais, parce que c'est eux qui sont les garanties de la rareté de l'intelligence de l'information. Donc, quand ils sont accusés nominativement, il faut qu'ils répondent. Parce que, si vous voulez, c'est fondamental pour sauvegarder ces petits espaces d'information et de communication qui est celui des médias. Et des médias généralistes. Parce que la pire des choses, c'est la croissance des réseaux, c'est la croissance des médias communautaire où tout le monde se retrouve ensemble et la logique de l'accusation, de la rumeur gagne. Et c'est là où je dis qu'il y a un problème dans la démocratie. Au bout d'un moment, vous ne pouvez pas faire le jeu avec des gens qui refusent totalement les règles du jeu. Et Dieu sait si moi je suis d'accord pour les engueulades et les conflits verbaux, mais il y a tout de même des limites. Dans les années 30, les attaques contre les journalistes étaient légion aussi. Bien sûr. Est-ce qu'on peut comparer les deux époques? Question délicate. Non, on ne peut pas comparer, mais si vous voulez, la question qui est à réfléchir par les journalistes, et hélas, vous ne réfléchissez pas assez, et je le hurle, mais je ne suis pas entendu. On vous entend? On vous écoute? Oui, bien sûr, je vous remercie, mais globalement, moi j'ai fait 40 ans que je fais la recherche de la communication politique, j'ai écrit je ne sais pas combien de livres, je défends la presse, c'est fondamental, et les journalistes. Plus il y a de médias, plus il y a d'interactivité, plus il y a de réseaux, etc., plus c'est dur de faire votre métier. Et vous, au lieu de dire, attendez, ce qu'on fait, ça n'a rien à voir avec les milliards d'informations qui circulent, vous n'osez pas vous opposer à cette espèce de mode infernale de l'information interactive. On s'y oppose par la qualité de l'information qu'on donne et par notre expertise. C'est notre manière à nous opposer. Alors, si vous me permettez, je sais que vous êtes parfait, je veux juste finir. Ce n'est pas vous qui êtes en cause individuellement, bien sûr. Bon, mais je mets en cause le monde académique, pareil. Le monde académique auquel j'appartiens n'est pas assez réactif pour dire ça suffit au bout d'un moment. C'est-à-dire que je ne critique personne, je dis simplement que la fragilité du journaliste, comme demain la fragilité du monde académique, par rapport à la mauvaise foi, à la mise en accusation, si on n'est pas capable d'être plus net, plus violent, on sera victime. C'est pas vous la presse, mais c'est vous qui êtes en première ligne. Oui. Et la même chose, les hommes politiques, il faut les défendre dans ce qu'ils représentent de l'intérêt général. Bien sûr, il faut les critiquer, bien sûr, il faut voir s'ils mentent, mais il y a un vrai problème de préserver un minimum de bonne foi mutuelle. On ne peut pas passer sa vie à s'imaginer que l'autre est un menteur, ou que l'autre est un truand, ou que l'autre n'est pas honnête, pour journalistes et pour les hommes politiques. Et donc, par conséquent, il faut que les journalistes soient là. Mais c'est pas facile, hein, capable de dire, monsieur, ça suffit. Oui, ou madame. Je suis d'accord avec vous. À titre mais personnel. Je ne vous critique pas. Hein. non, mais je ne suis pas un juge. Je ne le sentais pas comme ça. D'accord. Et même nous, les universitaires, on est trop lâches, aussi pareil. Parce que si vous voulez, la force de la démocratie, elle est capable de résoudre tous les problèmes. Sa faiblesse, c'est que quand il y a trop de violence, elle n'est pas capable de résister. Et c'est comme ça qu'elle s'est perdue dans les années 30. On ne peut pas comparer, parce que le contexte n'est pas le même. Par contre, c'est vrai que la mauvaise foi, c'est de plus en plus spectacularisé et visible sur la place publique.